Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un adolescent avant qu'il ne commette l'irréparable? Cette question s'est posée aux enquêteurs de Tulsa en janvier 2023, lorsqu'une soirée familiale ordinaire s'est achevée par une tragédie dont l'explication n'a pas encore été trouvée à ce jour. Le 5 janvier de cette année-là, le quartier résidentiel paisible de St. Thomas Square, au cœur de Tulsa, Oklahoma, a été confronté à un événement qui a sidéré même les policiers les plus expérimentés. Ce soir-là, April Laida, mère de 3 enfants, avait pris une simple décision domestique. Elle avait permis à Xander, le deuxième de ses fils, de passer la nuit au rez-de-chaussée. Le garçon devait se lever tôt pour l'école et cela semblait raisonnable. Son plus jeune fils devait passer la nuit chez son père biologique. Dans l'appartement à 2 étages ne restait qu'April, Xander, sa sœur aînée et 2 chats domestiques. En fin de soirée, la mère et la fille étaient montées se coucher, tandis que le garçon s'était installé en bas sur le canapé. Personne n'aurait pu imaginer que cette nuit serait la dernière de sa vie. Vers minuit, le silence de l'appartement fut déchiré par des cris, aigus, perçants. April se réveilla instantanément. Les sons provenaient d'en bas, de l'endroit où dormait Xander. Sa première pensée fut un cauchemar. La femme descendit rapidement l'escalier, s'accrochant à la rampe. La lumière du salon n'était pas allumée. Elle s'approcha du canapé et essaya de retourner son fils pour le réveiller. Mais le garçon resta silencieux. Quand elle le toucha de ses mains, elle sentit quelque chose d'humide. Elle alluma la lumière. Elle vit du sang. April secoua son fils avec plus d'insistance. Xander reprit connaissance un instant, ses yeux s'entr'ouvrirent, ses lèvres bougèrent, et il réussit à articuler à travers la douleur « Elle m'a poignardé ». La mère se figea. Elle ne comprit pas immédiatement de qui il parlait. Son fils perdait conscience, puis revenait à la réalité. Sa respiration était saccadée, rauque. En relevant sa chemise, la femme découvrit plusieurs coups de couteau sur la poitrine du garçon. Le tissu était imprégné de taches sombres. April composa immédiatement le 911. Ses mains tremblaient, sa voix se brisait. L'opérateur des services d'urgence donna des instructions claires. Commencer un massage cardiaque externe. La femme s'agenouilla près du canapé. Suivant les instructions, elle essayait en même temps de trouver sa fille. Elle appela son nom encore et encore, sa voix résonnant en écho contre les murs des pièces vides. Mais il n'y eut pas de réponse. Le nom de la jeune fille n'est pas divulgué pour des raisons de sécurité. Dans l'esprit de la mère, une image se formait. Un cambrioleur était entré dans l'appartement, avait attaqué son fils, et sa fille s'était soit cachée, paniquée, soit était devenue la prochaine victime, soit avait réussi à s'enfuir. L'idée que sa fille aînée puisse être blessée ou pire, l'empêchait de se concentrer sur ce qui se passait là, sous ses mains. Quand les policiers arrivèrent suite à l'appel, 3 voitures, leurs lumières bleues clignotant dans l'obscurité de la rue, ils trouvèrent la jeune fille dans la rue, près de la maison. Elle avait dévalé les escaliers et pleurait maintenant hystériquement, répétant la même chose « Pardon, pardon ». Son état de choc était évident, le visage mouillé de larmes, les mains tremblantes. Mais elle avoua presque immédiatement, lentement, suffocante entre les mots, que c'était elle qui avait frappé son frère, plusieurs fois. Elle-même. À ce moment-là, Xander était encore en vie, bien que son état fût critique. April se tenait à l'écart, observant les secouristes tenter de stabiliser son fils. Gants, compresses, mouvements rapides, ordre professionnel. La femme ne croyait pas ce qu'elle avait entendu de sa fille. Elle pensait toujours qu'un étranger était entré dans la maison, que c'était son œuvre. Mais sa fille répétait ses aveux, encore et encore. La mère criait et pleurait en même temps. Elle ne pouvait pas comprendre le motif. Elle ne pouvait pas concilier les 2 images, une fille aimante et quelqu'un capable d'une telle chose. April cria à travers ses larmes, prie pour qu'il reste en vie. Xander fut transporté d'urgence à l'hôpital local sur une civière, chargé dans une ambulance.
Les chirurgiens commencèrent l'opération immédiatement. Les médecins espéraient un miracle, bien que l'expérience suggérait le contraire. La fille resta avec la police et sa mère près de la maison pour s'expliquer. L'air froid de janvier, la lumière des réverbères, les voix des voisins aux fenêtres. Les experts en criminalistique travaillaient déjà sur les lieux, relevant les preuves, enregistrant avec des caméras corporelles, documentant les aveux de l'écolière. April était en état d'hystérie. Sa voix se brisait, puis s'éteignait. Il fallut du temps pour qu'elle puisse parler de manière quelque peu cohérente. Un des officiers lui apporta de l'eau dans un verre en plastique. Elle ne but pas. La jeune fille elle-même était également extrêmement bouleversée. Elle pleurait à chaudes larmes, s'excusait et répétait qu'elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Les mots sortaient par fragments. Elle suppliait d'être pardonnée, regardait sa mère avec des yeux grands ouverts, attendant quelque chose, du réconfort, une explication, le pardon. Les policiers inspectèrent le salon où l'agression avait eu lieu. Un canapé, un coussin, du sang sur le revêtement. Mais ils ne trouvèrent pas le couteau. La jeune fille expliqua immédiatement. Après avoir porté les coups, elle était montée dans sa chambre, par les mêmes marches qu'elle avait descendues une vingtaine de minutes auparavant, et avait jeté l'arme par la fenêtre. Elle avait simplement ouvert le battant et l'avait lâché. Les experts en criminalistique examinèrent la cour intérieure avec des lampes de poche et trouvèrent rapidement le couteau dans l'herbe sous la fenêtre du deuxième étage. La lame était recouverte de sang séché, le manche aussi. La question principale restait sans réponse. Pourquoi cela était-il arrivé? L'écolière affirmait qu'elle ne comprenait pas ce qui l'avait prise. Elle décrivait son état comme démoniaque. Le mot sonnait étrangement de sa bouche. Puis, un peu plus calme, elle raconta comment les événements s'étaient déroulés. Selon ses dires, son frère était resté éveillé tard devant la télévision, regardant une série. Elle entendait des sons, musique, dialogue, rire en arrière-plan, depuis sa chambre à l'étage. Elle ne dormait pas, elle était simplement allongée. À un moment donné, quelque chose s'était déclenché dans sa tête. C'est ainsi qu'elle le décrivait, déclenché, comme un interrupteur. Elle s'était levée de son lit, avait pris un couteau dans la cuisine, était descendue par l'escalier sombre et s'était approchée de son frère, en silence. Zander était assis sur le canapé, tourné vers la télévision. Il avait entendu des pas, s'était retourné et s'était figé face à l'apparition inattendue de sa sœur au milieu de la nuit. Soudain, elle lui avait porté plusieurs coups dans la région de la poitrine, rapidement, sans un mot, sans avertissement. Plus tard, 3 profondes plaies par arme blanche, situées près les unes des autres, furent dénombrées. Le garçon cria. Seul son cri ramena sa sœur à la réalité. Elle se réveilla en quelque sorte. Réalisant que quelque chose d'horrible s'était produit, elle fit demi-tour, s'enfuit à l'étage, jeta le couteau par la fenêtre et se terra dans sa chambre jusqu'à l'arrivée de la police. Elle était assise par terre, le dos contre le mur, les genoux serrés dans ses bras. Pendant ce temps, Zander luttait pour sa vie en salle d'opération. Les blessures étaient profondes. Les chirurgiens virent que les coups avaient été portés avec force et fureur, et non par accident. La jeune fille, quant à elle, décrivait en détail ses actions à la police. Un officier lui demanda de montrer comment elle avait tenu le couteau, comment elle se tenait. Elle se leva et démontra les mouvements, de haut en bas, brusquement. Tout était enregistré en vidéo. Il était clair qu'elle se repentait. Sa voix tremblait, son visage était pâle. Elle répétait constamment que son frère irait bien, comme une incantation. La situation était extrêmement grave. Si le garçon ne survivait pas, sa sœur risquait une accusation que l'on ne voulait même pas prononcer. Seul son âge restait sujet à débat.
Les détectives soupçonnèrent des problèmes psychiques. Ils commencèrent à chercher des signes de troubles comportementaux, des traces d'automutilation, quelque chose qui pourrait expliquer l'inexplicable. Et ils découvrirent effectivement de vieilles coupures sur le bras droit de la jeune fille, de fines lignes blanches à l'intérieur du poignet. Elle n'essaya pas de les cacher. Elle avoua qu'elle se les était infligées elle-même avec un couteau ordinaire plusieurs mois auparavant. Les blessures semblaient anciennes, déjà cicatrisées. Finalement, April reprit suffisamment ses esprits pour communiquer avec la police de manière plus ou moins cohérente. Mais il était difficile pour la femme de se concentrer. Elle était tiraillée entre l'inquiétude pour son fils, qui était sur la table d'opération, et la peur pour le destin de sa fille, qui se tenait à côté, menottée. Elle voulait aller à l'hôpital pour être aux côtés de Zander en ce moment critique. Elle ne pouvait pas rester ici. Après une brève conversation avec les détectives, ils avaient noté son nom, son adresse, des informations de base. April partit pour le centre médical dans la voiture d'un membre de sa famille. Au même moment, la fille fut installée sur la banquette arrière d'une voiture de police. Ses mains furent menottées, les menottes étaient trop grandes pour ses poignets. On l'emmena au poste pour interrogatoire. En chemin, la jeune fille demanda plusieurs fois à travers la cloison ce qui allait lui arriver maintenant. Sa voix était douce, incertaine. Les enquêteurs eux-mêmes ne connaissaient pas la réponse. Tout dépendait de la survie de la victime. Ils tentèrent de la rassurer, lui disant que Zander avait de bonnes chances. Il avait été secouru immédiatement. Des médecins expérimentés faisaient tout leur possible. Mais ils n'y croyaient pas vraiment eux-mêmes. L'écolière s'inquiétait de savoir si elle pourrait encore retourner à son école, dire au revoir à ses amis. Elle craignait la prison, craignait d'avoir ruiné sa vie par une seule décision. Elle se blâmait. Puis elle recommença à sangloter et à prier à voix haute pour son frère, doucement, presque en un murmure, ses lèvres bougeant. Mais une complexité juridique se présentait ici. Selon les lois de l'Oklahoma, un délinquant doit avoir un certain âge minimum pour être jugé comme un adulte avec une peine sévère. Il lui manquait du temps avant d'atteindre ce seuil. La situation dépendait également de la survie de Zander. Si oui, un chef d'accusation. Sinon, une toute autre histoire. La jeune fille se confia inopinément dans la voiture. Entre deux sanglots, elle raconta au policier l'histoire de son professeur de mathématiques qui avait récemment subi un traitement lourd. Quand il était revenu à l'école, maigre, pâle, mais vivant, sa matière lui plaisait encore plus. Elle s'était beaucoup inquiétée pour le professeur pendant son absence. Elle continuait à pleurer doucement et à répéter à quel point elle regrettait ce qui s'était passé. Les mots sonnaient mécaniquement, comme si elle essayait de se convaincre elle-même de leur véracité. Elle mentionnait également qu'elle aidait sa mère à la maison, faisait la vaisselle, rangeait les chambres, lavait le linge, et s'occupait de ses jeunes frères pendant qu'April était au travail. Elle les nourrissait, leur lisait des contes, veillait à ce qu'ils ne se bagarrent pas. Une sœur aînée ordinaire. La détenue commença même à penser à voix haute que tout ce qui se passait n'était qu'un cauchemar dont il fallait vite se débarrasser. Elle disait qu'elle voulait se réveiller et retrouver ses esprits, fermer les yeux, les ouvrir, et tout cela disparaîtrait. Ensuite, elle demanda même qu'on lui enlève les menottes parce qu'elle était une bonne fille. L'officier regarda dans le rétroviseur, mais ne répondit rien. Pendant que la sœur aînée s'entretenait avec les détectives et essayait de comprendre ce qui l'attendait, Zander était à l'hôpital sous la lumière vive du bloc opératoire. April arriva peu après. La femme resta dans la zone d'attente, mur blanc, chaise en plastique, odeur d'antiseptique, tic-tac d'une horloge murale. L'un des policiers qui l'avait escortée la rejoignit. Il s'assit à côté, pas trop près. Le garçon était en vie, mais son état restait grave. Les médecins faisaient tout ce qui était en leur pouvoir.
Toutes les 20 minutes, un membre du personnel médical sortait dans le couloir, mais il n'y avait pas de nouvelles. On essaya de rassurer la femme en lui disant que l'état de son fils s'était stabilisé. April répondit doucement, le regard fixé sur le sol, qu'elle ne voulait pas perdre ses 2 enfants en une seule nuit. Les mots sonnèrent comme une constatation, sans hystérie. Pendant que le policier tentait de soutenir April, lui offrant du café, de la machine, de l'eau ou autre chose, il recueillait également des informations supplémentaires pour le procès-verbal. Il posait des questions avec prudence, d'une voix basse. La femme raconta qu'elle élevait ses enfants seule. Ils avaient des pères différents, qui ne participaient presque pas à leur vie et n'apportaient aucune aide, ni financière ni autre. Selon elle, il n'y avait jamais eu de conflit sérieux entre les enfants. Au contraire, le frère et la sœur s'entendaient bien et se soutenaient mutuellement. Ils faisaient souvent du yoga ensemble à partir de vidéos YouTube, se promenaient dans le parc, regardaient des dessins animés. Un frère et une sœur ordinaires. La femme ne permettait pas aux enfants de jurer, même les mots légers étaient interdits. Elle leur interdisait de regarder des films d'horreur qui auraient pu provoquer de l'agressivité ou des cauchemars. Chaque week-end, la famille allait à l'église, une petite communauté baptiste à 3 pâtés de maison de chez eux. L'éducation était conservatrice, traditionnelle. Avec sa fille, il n'y avait jamais eu de problème sérieux. Elle ne montrait pas de propension à un comportement violent, ne torturait pas les animaux, ne se battait pas. À l'école, la fille était calme, docile, même un peu timide. Les professeurs ne se plaignaient pas. Du moins, c'était le cas jusqu'au début de l'adolescence, qui a commencé moins d'1 an avant l'agression. Pendant cette période, la fille est devenue plus renfermée, passant plus de temps seule. Elle pouvait rester assise des heures dans sa chambre, la porte fermée, écoutant de la musique au casque, tenant un journal intime. Elle a commencé à exprimer son mécontentement sur divers sujets, la nourriture, les vêtements, les projets du week-end. Mais cela ressemblait plus à des plaintes adolescentes typiques qu'à une réelle agressivité. Une adolescence ordinaire. Après, elle considérait cela comme tout à fait normal pour son âge. Elle ne voyait rien de particulier dans le comportement de sa fille. Cela lui semblait être une période normale de puberté, et même plus calme que chez beaucoup d'autres adolescents qu'elle côtoyait par l'intermédiaire des amis d'école de sa fille. Il n'y avait pas de conflit dans la famille. La fille n'élevait même pas la voix contre sa mère, ne claquait pas les portes, ne faisait pas de scène. April était sûre que la solitude passerait d'elle-même, avec le temps. Elle s'efforçait de soutenir sa fille, lui demandait comment elle allait, lui proposait de parler et de ne pas la brusquer inutilement, lui laissant de l'espace. La femme s'efforçait de toutes ses forces de maintenir une atmosphère saine à la maison, malgré sa fatigue constante due au travail. Plus tard, les voisins et les proches l'ont confirmé. Personne n'avait remarqué que la fille se comportait comme une adolescente à problème, capable de ce qui s'était passé cette nuit-là. Cela ressemblait à un acte de cruauté soudain et dénué de toute motivation, sans avertissement, sans escalade. April élevait ses 3 enfants seuls, Xander, sa sœur aînée et son frère cadet. Elle passait la majeure partie de son temps au travail, des journées de 8 heures, parfois des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de la famille. Faire face à toutes les difficultés n'était pas facile. Les factures, la nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires. Le père biologique de Xander n'apparaissait que rarement dans leur vie. 1 fois par mois, peut-être 2, il emmenait son fils le week-end. Quant au père de la fille et du fils cadet, il n'avait pas donné signe de vie depuis des années. Malgré une petite aide des hommes et des proches, la grand-mère venait parfois garder les enfants. Il n'était pas facile de s'occuper et de prendre soin pleinement des enfants. La femme a raconté aux policiers, lentement, en choisissant ses mots, qu'elle n'avait aucune idée de ce qui aurait pu provoquer une telle crise de rage chez sa fille.
Auparavant, les enfants n'avaient eu que des disputes ordinaires et courtes, pour la télécommande, pour savoir qui allait le premier à la salle de bain, des broutilles. Elles passaient vite. Les enfants ne s'étaient jamais battus physiquement. Ils se réconciliaient toujours rapidement et se calmaient. Cela ressemblait aux relations typiques entre frères et sœurs, telles qu'on les trouve dans des millions de familles. L'atmosphère familiale était agréable, et les deux parents y avaient contribué, même ceux qui apparaissaient rarement. Bien que le père de Zander ait peu participé à la vie des enfants, lorsqu'il était là, l'homme ne privilégiait jamais son fils biologique au détriment des autres. Il accordait la même attention aux 3 enfants, afin que personne ne se sente lésé ou étranger. April était convaincue qu'elle et son ex avaient construit leur relation de manière à ce qu'aucun des enfants ne ressente de manque d'attention ou de jalousie. Du moins, c'est ce qui lui semblait. Cependant, des faits contredisaient ces paroles. Des coupures qu'elle s'était infligées elle-même avec un objet pointu ont été découvertes sur les poignets de l'écolière. Le détective pensait à juste titre que des problèmes psychologiques auraient pu jouer un rôle clé dans ce qui s'était passé. Il était possible que quelque chose se soit développé discrètement pendant longtemps. À la fin de la conversation, le policier a sorti un formulaire de son dossier et a demandé à April de signer un consentement volontaire pour la fouille de la maison. La femme était sûre qu'il n'y trouverait rien de criminel, aucune substance, aucune arme, aucune note étrange. Elle a donc signé le document sans hésitation, d'une main tremblante. Le détective a soigneusement plié le papier et parti. Il fallait maintenant envoyer une équipe de criminalistes dans le quartier pour une inspection complète. Peu après, les proches d'April, sa sœur, son cousin, sa tante, sont arrivés à l'hôpital. Tous voulaient soutenir la femme et Zander. Ils se sont assis silencieusement à côté, lui tenant la main, lui apportant du thé. Malheureusement, les efforts des médecins se sont avérés vains. L'état du garçon s'est brusquement aggravé environ 2 heures après le début de l'opération. Sa tension a chuté, son cœur s'est arrêté. La réanimation n'a pas aidé. À 2h30 du matin, il est décédé des suites de ses blessures sur la table d'opération. Le chirurgien est sorti pour annoncer la nouvelle à la famille. April a caché son visage dans ses mains. Vers 4 heures du matin, l'un des détectives a conduit la fille dans une salle d'interrogatoire au poste. Elle était encore visiblement nerveuse et choquée, mais ils avaient réussi à la calmer en partie en lui répétant que les médecins devaient aider Zander. Ils ne lui ont pas immédiatement annoncé la vérité, que son frère n'était plus là. Pas encore. La jeune fille a été examinée sous caméra. Les coupures sur ses mains ont été photographiées, les ecchymoses ont été notées et consignées dans le rapport. Peu après, April est arrivée au poste, les yeux rougis par les larmes. La femme avait perdu son fils, mais elle voulait soutenir sa fille. Elle croyait que tout s'était produit involontairement, que sa fille n'était pas entièrement coupable. Les détectives allaient interroger la fille en présence de sa mère. La femme est entrée lentement dans la pièce, s'est assise sur une chaise à côté de sa fille et lui a pris la main. Puis, doucement, avec des pauses, elle a annoncé à sa fille que son fils n'avait pas pu être sauvé, qu'il n'était plus là. Toutes deux ont éclaté en sanglots simultanément, forts, à chaudes larmes, en s'étreignant. L'écolière a constamment imploré le pardon, le répétant encore et encore à travers ses larmes. Tôt le matin, les policiers continuaient de travailler au domicile de la famille Lida. Les criminalistes examinaient méthodiquement la scène du crime, cherchant des réponses aux questions qui se multipliaient d'heure en heure. Plusieurs personnes examinaient les pièces, mesuraient, photographiaient, prélevaient des échantillons. D'autres passaient chez les voisins avec des carnets, posant des questions, recueillant des témoignages. Ce matin fut particulièrement sombre pour le quartier. La police de Tulsa avait déjà traité plusieurs cas depuis le début de l'année, mais aucun n'avait été commis par une personne aussi jeune.
Pour les habitants, l'acte de la fille fut un véritable choc. On ne s'attend pas à voir une telle chose dans un quartier tranquille où tout le monde se connaît. Personne ne la soupçonnait d'être capable d'une telle chose. Les gens secouaient la tête, incrédules. Ils confirmaient les paroles d'Akril. La fille n'avait jamais été impliquée dans des incidents criminels. Elle n'avait pas volé, n'avait pas fait de bêtises, n'avait pas eu de conflit. Elle avait toujours été calme, non conflictuelle, ne faisait pas de mal aux animaux dans la cour. Certains voisins la décrivaient comme excessivement renfermée, mais elle ne ressemblait certainement pas à quelqu'un capable d'un tel acte. Une fouille minutieuse fut effectuée dans sa chambre. Ils ont ouvert les armoires, vérifié les tiroirs du bureau, feuilleté les livres. Mais rien de compromettant n'a été découvert. Il n'y avait rien d'interdit, aucune substance, aucun objet étrange, aucun dessin effrayant. Les journaux intimes contenaient des préoccupations adolescentes ordinaires, des notes sur l'école, les amis, les professeurs, des rêves d'avenir. Dans l'historique du navigateur et sur le téléphone, aucune requête ou conversation effrayante n'a été trouvée. Tout semblait étrangement normal. Quand un tel acte est commis spontanément, sans préparation ni signes avant-coureurs, c'est plutôt une exception à la règle en criminalistique. Habituellement, une personne s'achemine vers un crime grave, progressivement, par escalade, en commençant par des infractions mineures, de l'agression envers les animaux, des fantasmes d'actions violentes. Les détectives se sont rendus à l'école de la fille le matin même. Ils ont parlé avec la directrice, le professeur principal, la psychologue scolaire. Mais là aussi, ils ont entendu les mêmes histoires sur son caractère calme. Elle travaillait bien, ne séchait pas les cours, ne manquait pas de respect au professeur. Une fille tranquille, au milieu du rang. Pendant ce temps, la suspecte était en garde à vue au Centre familial de justice pour mineurs, un établissement spécialisé pour les mineurs. Elle a été placée dans une pièce séparée sous surveillance. Le mobile de l'agression n'avait toujours pas été révélé, ce qui compliquait encore davantage la situation pour l'enquête. Malgré les aveux enregistrés, filmés et consignés dans le procès-verbal, la question procédurale continuait d'être débattue. Comment traiter l'auteur des faits compte tenu de son âge? La législation de l'État ne donnait pas de réponse claire. Bien qu'April ait perdu son fils Zander, elle a déclaré publiquement quelques jours plus tard qu'elle croyait en la justice pour sa fille. Non pas en la punition, mais en la justice. Elle espère s'attaquer à ces problèmes et croit que la fille reviendra dans la famille une fois que tout cela sera terminé et qu'elle aura suivi un traitement. La femme était fermement convaincue que l'acte de sa fille était uniquement lié à des problèmes psychologiques et non à une intention malveillante. April a raconté au détective plus de détails sur l'historique médical de sa fille. Il y a quelques années, la fille s'était vue prescrire des médicaments pour le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Le diagnostic a été posé rapidement, après une seule consultation. Quelque temps après le début de la prise des comprimés, elle a remarqué des changements. L'écolière est devenue plus agressive qu'avant. Il semblait qu'elle éprouvait une irritation sans raison pour la moindre petite chose. Un son fort, une lumière vive, la demande de quelqu'un. Au début, la mère n'a pas perçu cela comme un signe alarmant, juste un effet secondaire de l'adaptation aux médicaments. Plusieurs années se sont écoulées. La fille a commencé à se renfermer encore plus, à moins communiquer même avec ses proches. Elle évitait les conversations au dîner, rentrait dans sa chambre juste après l'école. Le fait le plus alarmant était l'automutilation, des coupures sur le poignet qu'elle cachait avec des manches longues. Tous ne croyaient pas à la version d'April selon laquelle les médicaments prescrits auraient pu affecter sa fille à un point tel qu'ils auraient provoqué un état maniaque ou un épisode psychotique. Le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité est un problème assez courant chez les enfants d'âge scolaire. Des millions d'enfants prennent des médicaments similaires. Cependant,
Ce syndrome en soi ne provoque pas de propension à l'agression, à la cruauté et à un comportement imprévisible d'une telle ampleur. Ce syndrome aurait pu masquer une maladie plus grave, troubles bipolaires, schizophrénie, autres déviations psychiques. Mais dans les établissements médicaux que la fille avait fréquentés toutes ces années, il n'y avait aucune mention de soupçon de quoi que ce soit de semblable, seulement le TDAH. April s'est rendue à la clinique dès qu'elle a remarqué les premiers signes de problème chez sa fille. La femme a constaté l'instabilité de son état et a voulu l'aider, la rendre plus équilibrée et calme. Quand elle a emmené sa fille chez un spécialiste pour la première fois, celui-ci a parlé à la fille pendant environ 40 minutes, posant des questions, observant son comportement et, sans longue hésitation, a posé le diagnostic. TDAH. Il a prescrit un médicament, a écrit une ordonnance. Cela s'est passé il y a plusieurs années. La fille a pris les médicaments régulièrement pendant tout ce temps. Cependant, moins d'un an avant l'agression de son frère, de nouveaux problèmes ont commencé pour elle. Ses résultats scolaires ont chuté brusquement. Elle a commencé à sauter des devoirs, ne pouvait plus se concentrer en classe. April a de nouveau cherché à comprendre ce qui se passait avec sa fille. Des professeurs, préoccupés par ces changements, se sont adressés à la femme. Sur la recommandation du personnel de santé scolaire, elle a de nouveau parlé à sa fille en tête-à-tête. Et celle-ci, après un moment de silence, a avoué avoir des hallucinations. La fillette a commencé à voir des choses étranges, des ombres, des silhouettes, des fantômes dans les coins de la pièce, qui la mettaient en garde contre la mort imminente d'un proche. La mère, effrayée, l'a alors ramenée d'urgence à la clinique. Le médecin a écouté, a froncé les sourcils et a décidé d'ajuster la thérapie. Il a prescrit de nouveaux médicaments, un dosage différent. Mais la situation n'a fait qu'empirer au cours des semaines suivantes. Les hallucinations n'ont pas disparu, la fillette est devenue encore plus distante. Un mois avant que l'irréparable ne se produise, April a pris la décision indépendante d'arrêter tous les médicaments. Elle a simplement cessé de donner les pilules à sa fille. Maintenant, avec le recul, la femme a commencé à analyser plus en détail les événements qui ont précédé la tragédie. Elle a posé un nouveau regard sur d'anciens problèmes, le repli sur soi, les coupures, le comportement étrange, et en est venue à la conclusion que sa fille avait vécu un épisode maniaque lorsqu'elle s'était infligé ces coupures au poignet. Malheureusement, par manque de connaissances nécessaires en psychiatrie, la mère n'a simplement pas perçu cela comme un signal d'alarme sérieux nécessitant une intervention immédiate. Elle a alors décidé qu'il suffirait de retirer sa fille de l'école ordinaire et de la passer à l'enseignement à domicile. Moins de stress, moins de pression des pairs. C'est à ce moment-là qu'elle a programmé l'arrêt complet du médicament. La femme considérait cela comme une mesure temporaire de quelques mois. Elle n'a pas cessé les consultations avec les experts de la clinique, téléphonait, venait. Mais en raison de son travail constant et de son emploi du temps chargé, 8 heures debout chaque jour, elle ne pouvait pas le faire assez régulièrement. Avant de prendre la décision finale concernant l'enseignement à domicile, elle a consulté les enseignants et l'administration de l'école. La femme a été rassurée, ceux-ci déclarant professionnellement et avec assurance qu'environ 25 enfants de leur école étaient simultanément en enseignement à domicile pour diverses raisons. Pour beaucoup, cela aide vraiment à faire face à l'adolescence et à des problèmes psychologiques similaires. Cela a calmé la mère inquiète, apaisant une partie de son anxiété. Elle ne se doutait pas alors de ce que tout cela allait devenir quelques mois plus tard. April n'a jamais craint pour la sécurité physique de son jeune fils aux côtés de sa fille. Xander et sa sœur n'ont jamais eu de conflits sérieux ou de bagarres. Même pendant la période de détérioration notable de son état mental, la fille aînée a toujours montré un amour et une attention visible envers son frère. Elle lui lisait le soir, l'aidait avec ses devoirs, le protégeait des brutes dans la cour.
La fillette a continué d'insister dans ses conversations avec les psychologues et les détectives qu'elle ne comprenait toujours pas pourquoi cela s'était produit de cette manière. Elle décrivait son état cette nuit-là comme une sorte de folie démoniaque ou de possession. Comme si elle observait ce qui se passait de l'extérieur, elle se voyait comme dans un film, comme une étrangère, et ne pouvait rien faire, ni arrêter, ni crier. Elle n'aurait pas contrôlé pleinement ses actions. Cependant, maintenant, ayant repris ses esprits, elle ressentait une culpabilité extrême qui l'empêchait de dormir et de manger. Naturellement, cette description rappelait au psychiatre les symptômes de quelque chose de beaucoup plus grave et préoccupant qu'un simple trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Après plusieurs jours de communication avec les forces de l'ordre et le choc initial, April a fait des déclarations sur une chaîne d'information locale. Les journalistes ont montré un intérêt énorme, presque malsain, pour cette affaire. C'était un cas sans précédent compte tenu de l'âge des deux parties. Tous ont volontiers interviewé la mère qui avait perdu son fils mais défendait sa fille. Caméra, microphone, questions. Les reportages sont instantanément devenus viraux sur les réseaux sociaux, recueillant des millions de vues et des milliers de commentaires. La femme était assise devant la caméra, le visage pâle et les yeux rouges. Elle se blâmait ouvertement, estimant qu'elle n'avait pas fait preuve de suffisamment d'attention et de professionnalisme en tant que mère pour reconnaître à temps les symptômes alarmants de sa fille et prévenir la tragédie. Selon elle, plusieurs mois avant l'attaque, la fillette s'isolait de plus en plus souvent et plus longtemps dans sa chambre à l'étage. Elle y passait 5 à 6 heures d'affilée, refusant tout contact avec ses proches. Elle ne sortait même pas pour manger. Pour leur famille, c'était extrêmement inhabituel. Auparavant, la fille était sociable, ouverte. Mais la mère attribuait les changements progressifs de comportement à des problèmes adolescents typiques et à des changements hormonaux. Elle se souvenait parfaitement d'avoir elle-même traversé une période de transition similaire. Repli sur soi, saute d'humeur, désir d'être seule. De nombreux téléspectateurs et connaissances ont réconforté la mère après l'interview, lui envoyant des messages de soutien. Cependant, au cours de l'enquête, la police a découvert des détails qu'April aurait pu effectivement manquer ou ne pas remarquer. Les amis de l'agresseuse, plusieurs camarades de classe, ont fourni des informations effrayantes aux détectives lors des interrogatoires. Il s'est avéré qu'au moins 3 amis de la collégienne avaient entendu d'elle un aveu direct qu'elle voulait faire du mal à son frère. Non pas un « il m'énerve » abstrait, mais une intention concrète. Cela s'est produit peu avant l'attaque lors d'une conversation normale pendant la récréation. Probablement, les amies n'ont pas pris ces mots au sérieux à ce moment-là. Elles ont pensé qu'elle se défoulait simplement, qu'elle exagérait à cause d'une dispute. Elles n'ont donc parlé à personne, pas même à leurs parents ou à leurs professeurs. April, elle, insistait fermement n'avoir jamais rien entendu de tel directement de sa fille. Il n'y avait aucune mention alarmante de ce type, même dans son journal intime, qui a été saisi et étudié attentivement. Des experts psychiatres ont confirmé que certains médicaments contre le trouble du déficit de l'attention peuvent effectivement provoquer des fluctuations dangereuses de l'état mental chez les personnes prédisposées. Cela se produit relativement rarement, peut-être un cas sur 1000 patients. Des circonstances défavorables spécifiques doivent coïncider, génétique, stress, autres facteurs. La sœur de Zender pourrait faire partie de ce petit pourcentage de personnes qui deviennent inopinément agressives sous l'effet de ces médicaments, manifestent une impulsivité aiguë ou développent une tendance à l'automutilation. Tout cela correspondait effectivement au comportement observé chez l'adolescente au cours des derniers mois précédant l'incident. Mais il y avait aussi de sérieux opposants à cette théorie au sein de la communauté médicale. Ils affirmaient logiquement qu'en plusieurs mois, période durant laquelle la collégienne n'avait plus du tout pris le médicament après l'arrêt,
celui-ci aurait dû être entièrement éliminé de son organisme naturellement, et ne pouvait donc plus provoquer d'effets secondaires actifs au moment de l'attaque. April continuait de défendre obstinément sa version et sa fille, estimant que le médicament aurait pu causer des dommages cérébraux graves et irréparables déjà pendant la période de prise active, il y a plusieurs années. Bien que cette vision expliquait logiquement ce qui s'était passé, tous les experts interrogés par les médias ne soutenaient pas cette opinion controversée. La fillette a été placée dans un centre pour délinquants juvéniles en attendant les audiences préliminaires. Initialement, des questions procédurales sur la manière de la traiter légalement ont été longuement débattues. Parallèlement, des psychiatres expérimentés travaillaient quotidiennement avec elle, lui apportant une aide thérapeutique intensive et évaluant minutieusement l'état mental actuel de la suspecte. Pendant toute cette période d'observation, plusieurs semaines, aucun symptôme alarmant évident, aucune fluctuation d'humeur brutale, aucune agressivité ou tendance à se blesser ou à blesser autrui n'a été observé chez elle. Elle était étonnamment calme, non agressive, voire apathique. Cela est devenu une raison majeure pour certains experts de contester l'avis de la mère sur les dommages à long terme du médicament. De nombreux psychiatres ont affirmé dans leurs conclusions que si le médicament avait effectivement causé des dommages organiques graves et irréparables aux structures du cerveau, la fillette, même derrière les barreaux, dans des conditions de stress, aurait continué à manifester de manière stable des signes prononcés de troubles mentaux. Mais ce ne fut pas le cas. Plusieurs autres experts ont avancé une version alternative. Avant l'attaque, un stress aigu très intense ou un événement traumatise s'est produit dans la vie de la fillette. Malheureusement, ni elle-même, ni sa mère, ni son entourage immédiat, amis, parents, enseignants, n'avaient la moindre idée de ce qui aurait pu affecter l'adolescente de manière aussi critique pendant cette période. Finalement, on s'est arrêté sur l'avis prudent, selon lequel des facteurs multiples et cachés ont joué un rôle significatif, qui, combinés, auraient pu provoquer une crise psychotique aiguë et de courte durée cette nuit-là. Initialement, les détectives ont sérieusement envisagé la version selon laquelle des substances psychoactives illicites auraient pu être impliquées dans l'incident. Peut-être la fillette expérimentait-elle, avait-elle pris quelque chose qui avait provoqué une réaction inadéquate. Cependant, pendant sa détention, aucune dépendance physique ou psychologique n'a été diagnostiquée chez l'écolière. L'expertise toxicologique du sang et de l'urine a montré sans équivoque que l'organisme était exempt de toute substance. Une fouille minutieuse de la maison n'a rien trouvé de compromettant, ni pilule, ni poudre, ni matière végétale. Les amis proches de la fillette ont également affirmé d'une seule voix n'avoir jamais vu qu'elle consommait même les substances les plus légères ou qu'elle manifestait un intérêt pour ce sujet. L'idée de problème psychiatrique primaire est restée la version principale et la plus probable à l'ordre de jour de l'enquête. La jeune délinquante n'a jamais pu expliquer pleinement et clairement son acte, même après plusieurs mois intensifs de travail quotidien avec des médecins et des psychologues qualifiés au début de son programme de réadaptation forcée. La version d'une crise psychotique soudaine et brève expliquait tout à fait logiquement ce qui s'était passé d'un point de vue médical, bien que tous les spécialistes n'étaient pas prêts à accepter cette idée sans réserve et sans recherche supplémentaire. Plusieurs experts indépendants qui ont travaillé directement avec l'adolescente au centre sont progressivement parvenus à une autre conclusion. Ils ont suggéré qu'elle aurait pu développer un trouble bipolaire grave dès la petite enfance, initialement mal diagnostiqué comme un TDAH plus léger. Dans ce cas, la prise prolongée de médicaments contre le trouble déficitaire de l'attention non seulement n'aurait pas été efficace, mais aurait même pu aggraver considérablement la situation réelle et provoquer des épisodes maniaques.
Aprel continuait d'insister fermement dans les interviews et les conversations que sa fille s'était toujours bien comportée tout au long de sa vie, qu'elle était une adolescente calme, réservée et obéissante. Après le début de sa détention dans un établissement fermé, le trouble bipolaire, s'il avait réellement existé, n'aurait pas pu simplement disparaître ou se cacher. Au contraire, il n'aurait pu que s'aggraver dans des conditions de stress, d'isolement et de traumatisme. Mais les médecins n'ont rien observé de tel chez la fillette. Dans le contexte des discussions médiatiques et de l'émoi public, des personnes sont apparues qui s'opposaient activement à la position de la mère. Des citoyens concernés, dans les commentaires et sur les forums, ont déclaré haut et fort que la femme se comportait de manière totalement incorrecte et immorale en continuant à soutenir ouvertement une personne qui avait commis ce qu'elle avait commis. Mais la mère n'avait pas l'intention de reculer sous la pression de l'opinion publique. April était fermement convaincu que sa fille avait plus que jamais besoin du soutien maternel et d'une aide psychiatrique professionnelle à ce moment précis. La femme était absolument certaine que tout ce qui s'était passé était le résultat direct d'une erreur médicale et d'un diagnostic incorrect. Et qu'en pleine possession de ses facultés, dans un état normal, sa fille n'aurait jamais, en aucune circonstance, attaqué son jeune frère, qu'elle aimait. Certains observateurs percevaient le comportement de la femme comme l'acte d'une mère véritablement héroïque, qui, par tous les moyens disponibles, continuait à défendre son adolescente malgré l'atrocité des événements. Mais l'affaire ne fut pas non plus épargnée par des critiques acerbes, parfois cruelles. La mère se plaignait dans des interviews d'avoir été confrontée à un jugement ouvert et même à des menaces de la part de voisins qui suivaient de près l'évolution des événements à travers les nouvelles. Quelqu'un avait écrit une insulte à la peinture sur la clôture de leur maison. Quelqu'un avait jeté des pierres sur les fenêtres la nuit. De nombreux opposants s'étaient manifestés sur Internet, la qualifiant ouvertement de mauvaise mère, irresponsable. Les gens écrivaient dans les commentaires qu'elle n'avait pas accordé suffisamment d'attention à la fille pendant des années, avait manqué tous les signes et n'avait finalement pas pu protéger son fils d'un danger qui grandissait sous le même toit. Malgré toutes ces critiques virulentes et douloureuses de toutes parts, Aprel continuait de défendre sa fille publiquement avec constance. Dans chaque interview qu'elle accordait aux chaînes locales et régionales, elle répétait inlassablement qu'elle attendait simplement le moment où tout cela se terminerait enfin et où sa fille pourrait rentrer chez elle, au sein de sa famille. La femme comprenait parfaitement, de manière réaliste, qu'il faudrait beaucoup de temps, peut-être des années, pour se remettre complètement psychologiquement de cet épisode effrayant et traumatisant pour tous. Mais elle ne voulait catégoriquement pas abandonner la jeune fille. La mère ne manquait aucune occasion de souligner publiquement qu'elle se reprochait avant tout ce qui était arrivé à son jeune fils, ainsi que la détérioration critique de l'état psychique de sa fille aînée qui avait conduit à la tragédie. De nombreuses discussions animées avaient lieu au sein de la communauté médicale et des médias autour d'un médicament spécifique qui avait été utilisé pendant des années pour traiter le trouble du déficit de l'attention chez la jeune fille. Des experts pharmaciens se référaient à de nombreuses grandes études indépendantes menées au cours des dernières décennies qui confirmaient de manière convaincante son efficacité clinique et sa sécurité relative lorsqu'il était utilisé correctement. Cela confirmait indirectement l'idée alternative que la jeune fille aurait pu souffrir dès le départ de quelque chose de bien plus grave et dangereux qu'un simple TDAH. Et qu'on lui avait simplement posé un diagnostic initial fondamentalement erroné au tout début. Dans ce cas, ce médicament spécifique n'aurait physiquement pas pu soulager son état réel, mais aurait seulement masqué les symptômes. La famille de la jeune fille a subi de graves dommages de réputation,
Lorsque des habitants concernés, des journalistes et des détectives de police ont commencé à fouiller méthodiquement leur passé, y compris leurs affaires les plus sales. Le travail minutieux des enquêteurs a permis de retrouver d'anciens dossiers médicaux et policiers, selon lesquels la mère d'April, dès sa jeunesse, avait activement consommé des substances psychoactives illégales pendant un certain temps et était officiellement répertoriée comme dépendante dans un programme de réadaptation. Elle n'avait définitivement tout arrêté que lorsqu'elle avait appris de manière inattendue sa grossesse de sa future fille. Avant cela, elle en consommait systématiquement, presque quotidiennement, pendant une longue période. Cela aurait pu théoriquement affecter le développement du fœtus. Ensuite, les détectives ont analysé le passé criminel du père biologique de la jeune fille. La vérification des bases de données a révélé qu'il avait également souffert de graves dépendances pendant une longue période, héroïne, méthamphétamine, et qu'il avait même purgé à plusieurs reprises de véritables peines de prison pour possession et distribution. Il en résultait logiquement que la jeune fille était née dans une famille extrêmement défavorisée et dysfonctionnelle, et que ses premières années de vie, critiques, s'étaient déroulées et développées précisément dans un environnement aussi toxique et dangereux. Quand April portait encore sa fille, son père biologique s'est retrouvé derrière les barreaux pendant 2 ans précisément à cause d'une autre affaire liée aux substances illicites. Lorsque l'homme a finalement été libéré, le lien émotionnel et physique entre eux était déjà complètement et définitivement rompu. Avril avait alors fermement décidé de changer radicalement de vie et de repartir de zéro pour l'adolescente. Le père de la jeune fille n'a pas particulièrement insisté pour participer à son éducation et a simplement discrètement. Plus personne n'a entendu parler de lui. Mais il s'est avéré qu'il n'avait pas été possible de commencer une nouvelle vie pleinement. Le beau-père de la jeune fille, Levi Lida, le père biologique de Zander, avait lui aussi de sérieux problèmes documentés avec la justice. Conduite répétée en état d'ivresse grave, troubles à l'ordre public avec usage de la force et même vol de voiture. Quelques années avant la tragédie avec Zander, il avait été officiellement accusé de cruauté envers les animaux après un incident horrible. En état d'ébriété, il avait noyé un petit chaton dans une baignoire remplie d'eau sous les yeux de la jeune fille qui tentait de l'arrêter et pleurait. Il est possible que cet événement extrêmement traumatisant et choquant ait eu un grave impact négatif à long terme sur sa psyché fragile. L'homme avait alors conclu un accord avec l'accusation par l'intermédiaire de son avocat, reconnaissant formellement l'acte illégal envers l'animal. Il avait déclaré au tribunal que l'acte était uniquement dû à l'abus d'alcool fort et à une perte de contrôle. Pour ce crime, il avait été envoyé de force par décision de justice pour un long traitement hospitalier de la dépendance à l'alcool dans un centre spécialisé. Mais l'histoire des problèmes domestiques du père de Zander ne s'était pas arrêtée là. Elle avait continué. Plus tard, alors qu'il purgeait une peine pour une autre infraction, il avait brutalement battu son codétenu dans la cellule commune, si violemment et si longtemps que ce dernier avait subi un traumatisme crânio-cérébral de gravité modérée diagnostiqué et avait passé 1 semaine à l'hôpital de la prison. Lorsque tous ces épisodes extrêmement peu reluisants de la biographie de la jeune fille et de sa famille biologique sont devenus progressivement connus du grand public grâce aux enquêtes journalistiques, de très nombreuses personnes ont commencé à les citer activement comme la principale cause de la détérioration progressive de son état psychique qui a finalement conduit à cette terrible tragédie. Mais tout ce passé découvert et les versions des experts n'aidaient guère concrètement le travail pratique du système judiciaire dans le présent. Les principales difficultés procédurales étaient liées en premier lieu à l'âge formel de la coupable. Au moment de l'acte, elle ne relevait objectivement pas de la législation pénale standard de l'État d'Oklahoma, qui ne s'appliquait clairement qu'aux délinquants plus âgés.
Avant d'atteindre cet âge seuil, les mineurs, selon la loi, ne pouvaient physiquement pas être jugés pleinement comme des citoyens adultes. Dans ce contexte juridique, les autorités ne savaient tout simplement pas quoi faire concrètement d'elle. En avril de la même année 2023, soit 3 mois après l'incident, la mère de la jeune fille a donné une nouvelle interview détaillée à un journal local. Elle a déclaré publiquement avec amertume qu'aucune accusation officielle n'avait encore été formellement portée contre sa fille par le procureur. L'affaire était en suspens. Il n'était pas irréaliste d'exclure que des accusations pourraient finalement être portées dans un avenir prévisible, une fois que les juristes auraient réglé les subtilités procédurales. La femme, de son côté, exprimait ouvertement l'espoir sincère que sa fille serait finalement soumise non pas à une longue et sévère peine de prison dans une colonie pénitentiaire ordinaire, mais à un traitement psychiatrique spécialisé et à une réhabilitation complète dans un établissement médical fermé. Cette vision humaine de la situation était activement soutenue par la famille élargie d'April, grands-parents, tantes, oncles. Tous les proches s'étaient émotionnellement ralliés autour d'elle après la perte tragique de Zander, lui apportant leur soutien. La mère a raconté en détail aux journalistes qu'elle ressentait une culpabilité lourde et oppressante envers ses 2 enfants, car en tant que parent, elle leur avait autrefois promis une sécurité et une protection absolue dans leur foyer. Elle leur avait promis que la maison serait une forteresse. La femme sentait maintenant amèrement qu'elle les avait fondamentalement tous 2 déçus, n'ayant pas su reconnaître le danger à temps. Pour faire face, tant bien que mal, au lourd fardeau financier qui s'abattait sur eux, funérailles, avocats, psychologues, les proches ont organisé une collecte de fonds publics sur la populaire plateforme de financement participatif GoFundMe. La campagne s'est avérée inattendue et relativement réussie. Cela a permis de collecter environ 20 000 $ auprès d'étrangers compatients en quelques semaines. L'argent était destiné à aider à résoudre les questions juridiques complexes liées à la défense de la jeune fille et à un déménagement urgent de la mère et de son jeune fils dans une toute nouvelle maison. La femme a pris la décision douloureuse mais nécessaire de repartir complètement de zéro dans un nouvel endroit, dans un autre quartier de la ville, où elle et ses enfants ne seraient pas constamment reconnus, jugés par des voisins agressifs et où les souvenirs traumatisants de cette nuit ne les poursuivraient pas. Cette décision a, comme on pouvait s'y attendre, suscité des opinions très contradictoires et polarisées au sein de la société. Une partie significative des personnes concernées a sincèrement soutenu la louable initiative de collecte de fonds, qualifiant publiquement April de mère vraiment bonne et aimante, qui, malgré absolument tout, continue d'aimer inconditionnellement son adolescente traumatisée et aide activement la jeune fille à se rétablir psychologiquement. D'autres commentateurs, en revanche, estimaient avec virulence que la mère se comportait de manière trop douce, excessivement loyale et indulgente envers une criminelle qui méritait une punition sévère. La jeune fille se trouve à ce jour dans un centre fermé spécialisé pour mineurs délinquants et y suit un traitement psychiatrique quotidien intensif sous la surveillance de médecins. Elle se sent toujours profondément coupable de ce qui s'est passé et s'inquiète constamment, en parlant aux psychologues, d'avoir irrémédiablement gâché toute sa vie future par cet acte impulsif. Qu'elle n'aura désormais jamais une enfance normale, des études, des amis, une famille. Son destin juridique final n'a pas encore été décidé par les autorités. La question reste ouverte. Si elle est finalement jugée officiellement par le système juvénile en tant que mineure, compte tenu de toutes les circonstances atténuantes, elle risque, de manière réaliste, une peine relativement courte de plusieurs années dans une institution spécialisée. Selon les prévisions des juristes, elle ne sera très probablement pas détenue physiquement sous stricte garde au-delà de sa majorité.
Après cela, elle pourrait théoriquement bénéficier d'une libération conditionnelle anticipée en cas de bonne conduite. Si, de manière inattendue, les autorités de l'État décidaient, pour créer un précédent, de la juger comme une adulte, malgré son âge formel au moment du crime, ce qui est extrêmement improbable, mais juridiquement possible dans des cas exceptionnels, elle pourrait hypothétiquement recevoir une peine de prison réelle beaucoup plus longue. Peut-être même une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Aprel, de son côté, prévoit fermement de déposer prochainement une importante action civile en justice simultanément contre la société pharmaceutique fabriquant ce médicament et contre le psychiatre traitant spécifique qui avait prescrit ce médicament il y a de nombreuses années sans examen suffisant. Elle considère toujours sincèrement que c'est la cause pharmacologique directe des changements irréversibles de la psyché et de l'agression incontrôlable subséquente.